Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner dans la correction de l'examen qui a été créé par Michel, relu par Stéphane et que j'ai le plaisir d'avoir un petit peu adapté. C'est parti! On vous demandait pour commencer de mettre une petite mise en couleur des chiffres qui sont ici dans le coût réel hors taxe, et je vous propose pour le faire de mettre les données sous forme de tableau, et quelqu'un avait très astucieusement mis en place une ligne vide de manière à ce que votre tableau se fasse bien avec les bons en tête. Quelle chance vous avez eu! Bien, maintenant on veut faire la mise en forme. Comme on a envie d'appliquer à toute la ligne, il faut que l'on fasse une sélection de tout notre tableau. Attention, ça doit être bien cette cellule-là qui est en surbrillance. Ne prenez pas l'en-tête, sinon il faudrait que vous vous décaliez par rapport à ce que je vais faire. Et on va aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Attention les Mac, vous devez choisir Classique pour avoir la même chose que nous. Vous allez prendre ensuite, utiliser une formule, on va choisir une couleur moche, mais on a l'habitude, c'est vrai qu'en général, chez Microsoft, le choix des couleurs n'est pas franchement merveilleux. Bon, faisons un choix. La question qui se pose maintenant, c'est quand est-ce que cette cellule-là, A6, doit être en couleur? Eh bien, il faudrait qu'elle soit en couleur lorsque le montant qui est ici, je vais donc me mettre dans la barre de formule lorsque cette cellule-là, la première du coût réel hors taxe, est supérieure, alors je ne sais plus exactement quel était le chiffre, on va prendre 100 000, et donc on a notre formule. Le problème, c'est que cette formule ne va pas s'appliquer partout. Je vais essayer de vous faire un petit zoom, mais comme vous le savez, lorsqu'on fait un zoom, ensuite les clics ne marchent plus, hop, on tente l'aventure, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette formule, elle ne va pas s'adapter lorsque l'on va utiliser le décalage. Je vais donc enlever le dollar devant le numéro de la ligne, et maintenant, lorsque j'appuie, est-ce que ça a marché? Hop, on va essayer de dézoomer complètement. Eh bien oui, la cellule qui contient plus de 100 000 a l'air de s'être mise entièrement en couleur. Je vous propose de faire ici votre premier ajout. Au lieu de faire uniquement la mise en forme pour tout ce qui est supérieur à 100 000, on pourrait peut-être marquer un chiffre en dehors et faire la mise en forme en fonction de ce chiffre, comme ça on pourrait le changer. Je vais donc me mettre tout en haut, je vais mettre par exemple 80 000, et on va essayer de faire la mise en forme par rapport à ce chiffre. On retente, je fais ma sélection, je vais dans Accueil, dans Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles, je vais essayer, hop, je ne sais pas pourquoi, c'était parti sur l'autre écran, les Mac, pensez bien à faire classique, on va utiliser une formule, à nouveau, on va faire le remplissage puisque j'ai supprimé la précédente mise en forme que j'avais fait, et on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, quand est-ce que cette cellule-là doit être en jaune? Eh bien tout simplement, lorsque cette cellule-ci est supérieure au chiffre qui est là. Mais nous devons maintenant faire un petit peu de zoom pour enlever les bons dollars. Alors allons-y, c'est parti, on va voir si ça marche. Très bien. Ici, c'est la première cellule que j'ai choisie. Comme tout à l'heure, on va enlever le premier dollar. La question c'est, est-ce que je dois enlever des dollars de l'autre côté? Eh bien non. La cellule à laquelle je vais faire référence sera toujours en D2, on va donc s'arrêter là. Faites OK, dézoomez si c'est possible, et donc normalement, vous devriez voir que tout ce qui est au-delà de 80 000 est en couleur, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Mais si maintenant, je mettais par exemple, pourquoi pas 60 000, est-ce qu'il se passe quelque chose? Eh bien oui, tous les chiffres au-dessus de 60 000 vont se mettre en couleur. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympathique, cette petite amélioration de la mise en forme. Nous allons avoir besoin pour la suite du nom des logiciels. Je vous propose tout simplement d'essayer de les sélectionner. Je sais que c'est pas très facile au début. Vous les copiez et on va passer à Excel pour voir si on peut faire quelque chose. Alors si je les colle, c'est pas génial. Bon, je vais appeler ça logiciel. Je vais mettre ça sous forme de tableau parce que ça me fait du bien, et ensuite je vais trier sur ceux qui ont un petit trait et je vais supprimer les lignes. Donc je sélectionne, je supprime la ligne et maintenant je réaffiche tout. Comme ça, on a les noms des logiciels. Maintenant, que devons-nous faire avec ça?
Nous avons besoin de lire le sujet et de nous rendre compte que dans notre bon de commande, il y a des codes et nous allons décoder les choses. Mais comment est fait ce code? Ce code, si on lit bien le sujet, est constitué des 2 premières lettres du nom du logiciel et de la première lettre de la catégorie qui peut être soit refonte, soit migration, soit évolution. Bref, lisez bien le sujet, c'est important puisque tout est dedans. Maintenant, nous avons besoin de faire quelque chose avec ça. Écoutez, une première solution, c'est peut-être de se rajouter ici les 2 premières lettres, donc ici, le code du logiciel, ça va être les 2 premières lettres. On a plusieurs solutions pour faire ça. Je vous montre la première. Ce serait tout simplement de marquer AP et de faire CTRL-E. Les Macs, si jamais vous n'avez pas CTRL-E, vous pouvez aller dans Données, et vous avez ici le remplissage instantané qui fait la même chose. CTRL-E, allons-y, et bien voilà, ça marque les 2 premiers caractères partout. Bon, je trouve que ça c'est la méthode simple. Si jamais vous ne la voulez pas, il y en a une autre, on va la faire de l'autre côté. Je reviens dans mon bon de commande, je vais rajouter une petite colonne avec ici nom du logiciel et on va essayer de prendre déjà la première partie du code. Alors d'ailleurs, je vais corriger ça tout de suite, on va mettre que ça va être le code. Je vais prendre les 2 premières lettres avec la formule. Ici, pour prendre les 2 premières lettres en partant de la gauche, c'est une formule que vous connaissez, la formule gauche. Je prends ici le nom de la catégorie, point virgule, et pour prendre les 2 premières lettres, eh bien je fais ça. Pourquoi est-ce que je préfère ça à CTRL-E? Tout simplement, plus tard, quand on va rajouter des choses ici, il suffira qu'on marque le début d'un logiciel, enfin le bon code, la formule s'adaptera, alors que le CTRL-E, lui, ne marchera pas, il faudra le refaire à chaque fois. Je trouve qu'ici, la formule, c'est mieux. Eh bien, devinez quoi? Il faut faire la même chose pour la catégorie. Pour avoir le code de la catégorie, il faut que je prenne la première lettre en partant de la droite. Eh bien devinez quoi? Ça nous donne immédiatement le nom de la formule à appliquer et je veux un seul caractère, je mets donc .1. J'ai maintenant le code de la catégorie et devinez quoi? Ici on pourrait se faire un petit tableau avec par exemple code catégorie pour être très imaginatif. Je crois qu'on a un R pour refonte, donc ici ça va être le nom de la catégorie, j'aurais pu mettre catégorie tout simplement, hein, on va pas s'embêter. Ensuite, il me semble qu'on a un M pour modification, ou migration, pardon, je me trompe. Et ensuite, on a un E pour évolution. Bizarrement, je l'ai mis dans cet ordre-là, quelque chose me dit que c'est une très très bonne idée, et je me demande même si tout à l'heure, lorsqu'on va avoir besoin de faire des recherches V pour faire venir le nom, ici, on n'est pas dans le désordre. Une petite solution ici serait de sélectionner l'entête et les données, prenez bien tout à la fois, cliquez sur la bordure, et déplacer la colonne pour la mettre avant, puisque vous savez que la recherche V a besoin d'un certain ordre. Si vous vous lancez dans des recherches X, eh bien, vous pouviez laisser dans l'ordre où c'était. Soit vous faites votre recherche V pour avoir le nom du logiciel directement, soit vous vous dites, mais finalement, est-ce que je pourrais pas prendre les colonnes et les déplacer un petit peu? Écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez prendre votre code du logiciel et le rapprocher, et maintenant, vous pouvez vous lancer dans une recherche V audacieuse, égale recherche V, je prends le code, point virgule, je vais dans mon petit tableau qui me permet de transformer les codes en nom du logiciel, point virgule, la colonne qui m'intéresse c'est la deuxième, et je vais mettre point virgule faux parce que je veux une recherche exacte. Et bien voilà, j'ai maintenant le nom des logiciels et je peux faire la même chose pour les catégories. Je vais donc déplacer à nouveau pour avoir le nom de la catégorie pas très loin de ce que je faisais, je crois qu'on est bon. Ah non, encore une petite colonne de plus, hop. Et maintenant, on peut faire une recherche V deuxième fois, égale recherche V, je prends le nom de la catégorie, je vais dans mon petit tableau, puisque je les ai mis dans le bon ordre, tout va bien, je prends la deuxième colonne, et bien sûr, je mets à nouveau faux pour avoir une recherche exacte, et j'ai le nom des catégories correspondant à chacun des codes.
Maintenant, comment faire pour mettre le nom du responsable de commande à chaque fois en face du bon logiciel? Si on lit le sujet, on s'aperçoit que parmi tous nos logiciels, il y en a un certain nombre qui ne sont pas avec le même responsable. Alors honnêtement, moi j'aime bien me mettre quelque part les informations pour essayer de m'y retrouver. On a dit que Polymni et Uranie, c'était le sous-traitant A, si ma mémoire est bonne, donc pareil, sous-traitant A, et ici, le dernier, c'est un sous-traitant B. Et on a dit que le reste, c'était traité en interne. Bon, le fait de me mettre les données dans mon fichier pour me clarifier ma propre pensée me donne peut-être une idée à ce moment-là, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas déjà utilisé quelque chose qui nous permettait d'avoir les données de ce tableau dans notre grand tableau? Mais bien sûr que si. Vous pouvez faire tout simplement, ici, encore une recherche V. Et je dirais même, mais puisqu'on vient de la faire ici pour avoir le nom du logiciel, vous vous souvenez, c'était la colonne 2 de notre petit tableau, pourquoi s'embêter franchement? Je vais me mettre ici, je vais mettre égal et la recherche V qu'on avait fait, sauf que maintenant, savoir si c'est en interne, sous-traitant A ou sous-traitant B, c'est dans quelle colonne? Eh bien, la troisième colonne, celle qu'on vient de rajouter. Je trouve que ça, c'est plutôt la méthode simple. Je ne sais pas, il paraît qu'il y a des gens qui ont tenté des figures acrobatiques avec des formules 6 conditions. Vous savez qu'en cours, on voit pas beaucoup cette formule parce que il y a pas mal de logiciels qui ne sont pas à jour en entreprise et qui ne l'ont pas. Moi, je trouve qu'une bonne vieille recherche V, ça va beaucoup plus vite, mais vous faites comme vous voulez. Nous voici maintenant rendus à la question du taux de marge, et je vous avoue qu'en effet, c'est peut-être pas simple. La première chose, ce serait peut-être de se dire, organisons gentiment nos données. Où est-ce qu'on va mettre un taux de marge qui varie en fonction de la catégorie? Écoutez, on a déjà un petit tableau avec les catégories, pourquoi s'embêter avec autre chose? Ici, une solution serait de dire que si c'est fait en interne, il va y avoir certains taux. Alors je vous avoue, j'ai la flemme d'aller chercher tous les taux, je sais plus combien c'était, je les mets complètement au hasard. Ça, ce serait si on le fait en interne, et d'après vous, est-ce qu'on pourrait pas se faire une petite colonne avec les sous-traitants? Je sais plus non plus combien c'est, je vais mettre autre chose, mais je sais pas trop. Ici, on va mettre 10%, et ici, on va mettre 15%, c'est pas grave. Peu importe. Maintenant qu'on a organisé les données, vous devriez avoir une petite idée de comment faire pour avoir le taux si on le fait en interne, et du taux s'il y a marqué sous-traitant. Peut-être qu'on pourrait tout simplement, pour se simplifier la vie, ici avoir 2 taux de marge. Calculons le premier, le deuxième, et ensuite voyons lequel est bon. Je vais donc insérer une première colonne, insérer une deuxième colonne, et on va calculer les 2 taux de marge, vous allez voir, finalement c'est plutôt simple. Ici, je voudrais savoir le taux lorsque ça va être en interne. Est-ce que vous avez une petite idée de la formule qui, à partir, ici par exemple, du code catégorie, va me donner le taux? Eh bien, bien sûr, ne changeons pas notre fusil d'épaule, ça va être très simple, on va dire que c'est avec le petit code qui est là, je vais aller ici chercher mon petit tableau, point virgule, et dans quelle colonne se trouvent les taux en interne? C'est la troisième. Ici, on est toujours du faux, puisque c'est à chaque fois un certain code de catégorie, donc on veut de l'exact. J'appuie sur Entrée, et j'ai donc ma recherche V. Eh bien écoutez, vous embêtez pas, ne passez pas du temps à refaire les choses. On peut prendre notre recherche V, la copier-coller à côté. Qu'est-ce qui change pour avoir le taux, cette fois, en sous-traitant? Eh bien ce n'est plus la colonne 3, c'est la colonne 4. Donc ici, je vais mettre taux sous-traitant. Et bien voilà, on a nos taux, peut-être que maintenant on pourrait gentiment mettre cela au format pourcentage, ce serait beaucoup plus propre, et on va pouvoir chercher quelle est la formule qui va nous donner le bon taux, lequel faut-il choisir, est-ce que c'est interne, est-ce que c'est sous-traitant, à partir de la colonne du responsable. J'imagine que vous avez une petite idée de la formule qui va nous servir. Bien évidemment, vous avez deviné, nous allons utiliser la formule si il y a marqué interne ici, prends ce taux-là, sinon, eh bien que ce soit sous-traitant A ou sous-traitant B, on s'en fiche, ce sera l'autre colonne. Lançons-nous à l'assaut de ce petit si. Je vais peut-être réduire un petit peu mes colonnes pour que vous arriviez à bien tout voir. On est parti, hop.
Voilà un petit si qui va arriver. Si cette colonne contient un terne, alors je vais essayer de l'écrire comme j'avais écrit, voilà, alors je vais prendre ce taux-là, sinon je vais prendre ce taux-là. J'appuie sur Entrée, ici j'ai les taux qui apparaissent en fonction de la bonne colonne, et normalement ça c'est appliqué quand c'est sous-traitant A ou sous-traitant B, pas de problème. Je peux donc maintenant la mettre au format de pourcentage, je vais dans Accueil et je le mets en pourcentage. Pour avoir le coût avec marge, nous allons faire tout simplement, si vous n'aimez pas la factorisation, vous prenez le coût réel, vous allez faire une addition et vous allez prendre quoi? Eh bien le coût réel à nouveau, hop, c'est reparti, cette fois multiplié par le taux qu'on vient de calculer, le taux de marge. On appuie sur Entrée et je vous avoue que ici on pourrait peut-être le mettre en euros et comme on vient d'y penser, peut-être qu'on pourrait mettre celui-là aussi. N'hésitez pas à le mettre en monétaire, vous pouvez aller dans Accueil et choisir monétaire ici. Pour PC, le raccourci c'est CTRL-M, pour les Mac, je me souviens pas. Donc, on est bon, ici on a notre taux de marge et on va pouvoir se pencher sur l'épineux problème de la gamme de prix. Là encore, la première chose que je vais faire, ne sachant pas exactement par quel bout prendre le problème, c'est déjà de recopier les informations dans mon Excel. Et je vais essayer de les mettre proprement. Peut-être qu'on pourrait avoir ici le nom de la gamme, je vais le mettre comme ça, et peut-être ici, le début de la gamme, c'est à partir de combien elle commence. Eh bien écoutez, la gamme A commence à combien? À 300 000, 1, 2, 3. Ensuite, on a la gamme B, la gamme C, la gamme D, hop, si j'y arrive, la gamme E. Et on a ici 100 000, 1, 2, 3. Ensuite, on a 80 000, 1, 2, 3. Et ensuite, on a 50 000, 1, 2, 3. Et ensuite, on a 20 000, 2, 3. Je crois qu'on est bon. Bon, écoutez, ne sachant pas trop quoi faire, commençons par le commencement. Mettons ça sous forme de tableau, ça nous occupera un petit peu. Bien, j'aimerais donc maintenant trouver une astuce qui prend un prix et qui vient chercher ici pour me donner la gamme. Mais on dirait que les choses ne sont pas dans le bon ordre. Vous savez bien qu'il faut avoir le prix d'un côté et ensuite la réponse de l'autre côté, vers la droite. En tout cas, c'est le cas dans la recherche V. Donc peut-être qu'on va pouvoir changer ça. Alors, vous allez voir, peut-être qu'on va avoir des surprises, on le tente. Je me mets ici, ah ben non, ça passe sans problème, je peux avoir les choses. Maintenant, quelle est la formule qui va me donner le nom de la gamme de prix en fonction du prix? Eh bien, devinez quoi, c'est une formule très nouvelle, eh bien c'est la recherche V. Je vais prendre mon coût, point virgule, je vais aller dans mon petit tableau que j'ai fait avec amour, je prends mon petit tableau, point virgule, la colonne qui m'intéresse bien sûr c'est la deuxième, celle avec le nom de gamme, et c'est ici que le suspense est le plus torride. Je ne vais bien sûr pas trouver chacun des coûts ici si je fais une recherche exacte. Ici, c'est exactement le moment de choisir vrai pour avoir une valeur proche. J'appuie sur Entrée, ah mais ça n'a pas du tout marché. Qu'est-ce qui ne va pas encore? La recherche V, notamment avec vrai, a besoin d'avoir ici quelque chose dans un certain ordre. Il faut commencer du plus petit au plus grand, c'est pour ça tous les exemples que vous avez vus jusqu'à maintenant commençaient souvent par 0. Je vais donc trier du plus petit au plus grand, et devinez quoi? Ben écoutez, c'est déjà pas trop mal, hein. Ah, il nous reste quelques NA. Mais pourquoi est-ce qu'on a des NA à 14 000, à 14 000 ici, à 18 000? Je me demande vraiment ce qui ne marche pas ici. Ben bien sûr, on n'a pas inventé la ligne manquante, celle qui est à mettre au-dessus. Je vais donc insérer une ligne en haut de mon tableau qui commence par exemple à 0 et que je vais appeler avec beaucoup de créativité F. Et vous me direz, oui, mais il fallait vraiment la chercher. Bon. Normalement, vous devriez voir qu'il y avait un petit indice, puisqu'on avait bien créé cette gamme F dans le tableau de bord, ça devait vous donner une petite idée de pourquoi il avait besoin d'une gamme F, c'est à cause de cela. Normalement, votre formule fonctionne maintenant partout.
La date d'échéance à 30 jours fin de mois est assez classique. La formule, c'est donc fin de mois. On a besoin de prendre la date ici, la date d'émission de la formule, je crois que de la facture, la voilà. Et ce que l'on va faire, je me remets devant ma formule pour qu'on en voit un petit peu le bout, c'est que je vais lui ajouter 30 jours. Et donc la question c'est, mais à quel mois est-ce que je prends? Si je prends le mois suivant, ça va faire la date, plus 30 jours, plus encore le mois d'après. Je crois qu'ici, il faut mettre 0, de manière à ce qu'on ait déjà nos 30 jours. Et bien voilà, comme d'habitude, pensons à changer le format des dates à chaque fois qu'on fait une opération sur les dates. Excel se trompe dans le format du résultat, et je crois que nous avons une formule qui tient la route. Et bien voilà, je dirais qu'on a quasiment terminé la première partie. À partir de là, nous pouvons faire nos tableaux croisés dynamiques. Je clique dans mon tableau d'abord, je vais ensuite dans Insertion et je clique Tableau croisé dynamique. Nous sommes trop jeunes pour lire tout ça, on clique OK, vous verrez ça peut-être en M2 si vous êtes avec nous pour voir à quoi ça sert de le lire, mais pour aujourd'hui, c'est bon. Je vais prendre les noms des logiciels, je vais prendre, alors ici je crois que c'était les coûts avec marge qu'il fallait prendre, je vais peut-être changer le format, alors honnêtement je vais le faire proprement puisqu'il s'agit d'une correction, je vais aller dans le format, oh, est-ce qu'on a vraiment besoin des décimales, je suis pas sûr, mais en monétaire ce serait bien, on a donc ici des euros, honnêtement un petit ajout ça aurait été bien de le mettre en K euros, mais enfin bon. Allez, commençons par la version simple, vous faites votre petit graphique, on est bon, on a les éléments. Alors, si vous êtes sous PC, vous pouvez ici décocher un certain nombre de choses, par exemple le quadrillage, éventuellement la légende qui nous sert à rien ici, et ensuite vous pouvez mettre un titre, et ici je crois que c'est les coûts avec marge, si je me trompe pas, coût margé par logiciel ou quelque chose comme ça, bref. Il vous faut absolument un titre, je crois qu'on peut enlever ça si on est sous PC parce que les Mac ne l'ont pas, et vous avez votre premier graphique. Nous pouvons maintenant donner un nom, TCD logiciel, c'est plus propre, et on peut dupliquer la feuille. Si jamais vous ne le savez pas le faire au clavier, vous pouvez cliquer sur déplacer, créer une copie, créer OK, et maintenant on peut tenter notre deuxième élément, et je crois que c'était par, allons voir le résultat ici, c'était par catégorie, donc on lui donne un petit nom, TCD 4, ça va suffire. J'enlève mon graphique parce que ça a tendance à tout faire planter. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer ici? Hop, je vais reprendre mes champs. Au lieu des logiciels, il me faut le nom de la catégorie. Et on va se faire un petit anneau, puisque j'aime pas trop les camemberts, je trouve que c'est un peu plus joli comme ça. Là encore, si vous êtes sous PC, vous pouvez faire étiquette de données, vous avez les éléments, ou alors cliquez au bout pour faire autre option. Si vous êtes sous Mac, il me semble que vous devez faire un clic de doigt ici. Alors, hop, pardon, il faut que vous fassiez un clic droit ou un clic de doigt, ajouter des étiquettes, et normalement, une fois que vous êtes là, vous pouvez faire le clic droit, et je crois que c'est mettre en forme les étiquettes, et vous arrivez à la même chose que si vous avez cliqué ici sur autre option. Bref, ici, on pourrait mettre en pourcentage, et on va essayer de zoomer un petit peu maintenant qu'elles sont sélectionnées, pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. Ah oui, là c'est bien grand. Et pareil, essayez de mettre un petit titre, je crois que c'est les coûts margés par catégorie. Si j'arrive à l'écrire correctement avec le texte qui se cache, et je crois que c'était en pourcentage, pareil, vous pouvez enlever les trucs qui sont en trop, bref, ça c'est la partie facile, et maintenant, passons à notre tableau de bord. Je vais donc créer une feuille tableau de bord, donc je sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs, récap peut-être, pour ne pas me mélanger les pinceaux avec celle-là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, les graphiques qu'on a fait tout à l'heure, hop, allez, j'en mets un ici, je prends l'autre, je le mets de l'autre côté, hop, on est bon, ça c'est fait, je les aligne un petit peu, et maintenant il me faudrait, hop, je ferme tout ça, on n'en a pas trop besoin, il me faudrait un segment. Je vais donc cliquer sur un graphique, je vais aller dans Analyse, je vais faire insérer un segment. Oh, c'était un segment sur quoi qu'il fallait le faire en fait? J'ai oublié, je crois que c'était sur les gammes de prix. Je vais prendre gamme de prix,
J'ai mon petit segment, alors soit vous le mettez sur le côté si ça vous plaît, soit vous le mettez à l'horizontale. Pour le mettre à l'horizontale, puisque mon segment est sélectionné, j'ai un menu segment, je peux augmenter le nombre de colonnes. C'est vraiment au choix esthétique de chacun. Moi je vais faire comme ça, tiens pour une fois je vais le mettre en dessous, je crois que dans la correction je l'avais mis au-dessus, ça va changer. Hop, on a nos éléments. Bon, moi vous savez que je n'aime pas le quadrillage dans Excel, donc on l'enlève. Et maintenant, est-ce que ça fait bien bouger mes graphiques? Oui, mais ça n'en fait bouger qu'un. Je pense que puisque j'ai fait un segment à partir d'un graphique de TCD, je peux faire mon clic droit, connexion de rapport, et décider de faire bouger les deux graphiques lorsque je clique ici sur mon segment. Alors la gamme de B, il n'y en a pas beaucoup, les autres, voilà, ouais, bon, ça fait quelque chose. C'est pas très très joli, mais enfin bon, ça marche. Bon, maintenant, ce serait bien d'avoir le total qui apparaîtrait quelque part. Alors écoutez, on va le mettre là, hein, je sais pas trop. Je vais me mettre dans une cellule, je vais faire égal, je vais aller dans n'importe lequel de mes TCD, puisque vous voyez bien qu'ils ont le même total en bas. Je vais cliquer dessus, et maintenant, j'ai mon total. Là encore, je pense qu'on pourrait le mettre en euros, enlever quelques décimales, parce que honnêtement, vu les montants, je crois que c'est pas la peine d'en faire de trop, et vous pourriez le mettre en couleur. Et maintenant, lorsqu'on clique, eh bien écoutez, ça bouge. Bon, vous trouvez que ce tableau de bord est sympathique, regardons ce que cela donne lorsqu'on essaye de l'imprimer. Alors, j'imprime, eh bien c'est immonde. Le problème, c'est que si je devais envoyer ça à mes supérieurs ou à des clients, imaginez qu'ils aient envie d'en faire une impression, soit papier, soit PDF, écoutez, rien n'est prêt pour votre impression. J'aimerais donc que vous preniez quelques instants pour mettre un petit peu les choses en forme. On pourrait ajuster à une page, on pourrait mettre peut-être en paysage, déjà c'est un peu plus propre, évidemment on pourrait mettre un titre, et peut-être que vous pourriez aller faire la mise en page. Là encore, les Mac, je crois qu'il faut que vous cliquiez dans détail pour avoir les choses, et ensuite quand vous avez la petite liste déroulante avec marge, vous avez marge personnalisée, et devinez quoi, vous retrouvez la possibilité de faire des en-têtes personnalisées. Par exemple ici je vais mettre François Parlant, hop, je vais mettre tout ça peut-être en police bleue. Bon, vous faites un peu de mise en forme. Hein. Oh là là, j'ai laissé du calibri, je vais me faire houspiller par les profs de design, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais mettre ici le nom du fichier, ça ce serait mon en-tête, et peut-être que en pied de page, on pourrait dire combien il y a de pages, enfin la combienième c'est, sur un certain nombre de pages. Allez, là je vais le mettre un peu en plus gras, je sais pas si ça marche, mais enfin on tente. Hop, oh là là, le calibri. Bon, allez, je mets Abadi, je sais pas si c'est plus joli, mais enfin bon. Au moins, je me ferai pas crier dessus, hop. Et maintenant, on a donc bien le nom du fichier, le nombre de pages. Ah, j'ai oublié la date. On y retourne, vite fait, bien fait, pour avoir quelque chose de complet. Ici, je peux rajouter la date à laquelle cette impression aura été faite, de manière à ce que la personne qui imprime sache que l'impression s'est faite à un certain moment, qu'il a bien une page sur une seule. Bon, écoutez, c'est pas parfait, mais déjà, on a montré que on a anticipé l'impression, et là, bah écoutez, c'est déjà pas mal. La chose suivante qu'on pourrait ajouter, c'est le fait que notre bon de commande, avec toutes nos magnifiques formules, eh bien dès qu'on va le donner à quelqu'un, il y a des chances pour que nos formules soient effacées, recopiées, écrites à la main, bref, ça va être un vrai bazar. Comme on sait que c'est un petit peu ce que font les gens qui ne maîtrisent pas trop Excel, ben on pourrait s'assurer que la feuille est verrouillée. Alors ce que je vous propose, c'est de vous rappeler que lorsqu'on a besoin de verrouiller des choses, eh bien écoutez, la chose qu'il faut faire en premier, c'est déverrouiller les cellules avant de protéger la feuille. Je vais donc faire ma sélection, je vais faire un clic droit, format de cellule, ici je vais aller dans la protection, et je vais déverrouiller ces cellules-là pour qu'elles ne soient pas protégées, c'est toutes les colonnes qu'on aura le droit de modifier, et maintenant, je peux aller dans Révision, et je peux protéger la feuille. Je vous avais bien dit le jour de l'examen, jamais de mot de passe, hein, on va pas faire une chasse au trésor pour savoir où est-ce que vous nous avez envoyé un éventuel mot de passe. Dans la vraie vie, peut-être que ce serait utile, ici, restons-en là. Je peux donc maintenant écrire ici, par exemple, tiens, je vais changer le montant, je vais mettre 20 000, j'ai le droit. Par contre, est-ce que je peux ici, par exemple, supprimer AP pour mettre, je sais pas, moi, HE? Ah ben non, je n'ai absolument pas le droit, ma feuille est bien protégée.
Maintenant, je vous avoue qu'elle est un peu trop protégée, parce que si quelqu'un voulait rajouter quelque chose en bas, eh bien, je crois que cette personne n'aurait pas le droit d'y toucher. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour simplifier l'ajout en gardant la protection. Comme faire une macro fait toujours un petit peu peur, je vous propose de commencer en faisant un bouton. C'est du coloriage, mais ça fait tellement de bien. Ah mince, je peux même pas ajouter un bouton. Mais pourquoi? Ah mais bien sûr, parce que j'ai oublié d'enlever la protection. Bon, alors je déprotège, je vais insérer un petit bouton, choisissons une icône. Ici, je vais prendre avec les bords arrondis, je trouve que ça fait plus joli, mais enfin bon. Allez, ici, je vais la mettre comme ça. On pourrait mettre un petit format pour savoir ce qui vous plaît bien. Ici, allez, un truc avec un petit peu d'ombre. Ouh, ça fait très kitsch, mais enfin, c'est pas grave. Nouvelle commande, tiens, on va mettre comme ça. Nouvelle commande. Hop, on pourrait centrer ça un petit peu pour que ce soit plus joli. Voilà, ça détend avant de se lancer dans la programmation. Bon, ça y est, on est prêt. Attention, il faut que je commence ma macro comme dans l'état où je vais la trouver. Je vais donc protéger ma feuille. Et c'est parti. Je vais donc dans Affichage et je vais créer une macro en cliquant sur Enregistrer et je vais l'appeler New Command. Ça m'a l'air très bien. Attention, je lance l'enregistrement. Commençons par le commencement, je vais aller dans Révision et je vais enlever la protection de ma feuille. Ensuite, je vais me mettre sur la première ligne et je vais faire clic droit, insérer une ligne de tableau en haut. Cela ajoute bien une ligne. Maintenant, je suis au bon endroit pour faire la saisie, je vais peut-être arrêter l'enregistrement en allant dans Affichage. Ah mais non, il faut surtout que je reprotège, pardon, que j'oublie pas ça. Je vais remettre la protection de ma feuille. Ouf, j'y ai pensé juste à temps. Maintenant, je peux aller dans Affichage et arrêter l'enregistrement. Bon, maintenant, il faut relier cette macro au bouton. Je vais faire un clic droit. Ah mince, mais je peux pas faire de clic droit. Je vais donc aller dans Révision, ôter la protection. Je vais faire un clic droit, affecter une macro, et je vais affecter la macro nouvelle commande à mon bouton. Bon, alors attention, on reprotège, une dernière fois j'espère. Et maintenant, que se passe-t-il lorsque je clique sur le bouton? Ça ajoute des choses. Est-ce que je peux écrire? Ah bah oui, ça marche ici. Est-ce que je peux supprimer les formules? Eh ben non, je ne peux pas. Bon, par contre, je crois que vous avez remarqué qu'on a oublié un petit truc. Je pense que quand on ajoute des lignes, il y a un petit paquet d'erreurs qui apparaissent. Je crois qu'il faut qu'on les enlève avant de se quitter. Pour enlever les erreurs dans nos formules, eh bien écoutez, c'est très simple. Déjà, on va commencer par enlever une fois de plus la protection, comme quoi on n'était pas encore au bout du bout. Et maintenant, on va mettre autour de notre recherche V un petit si non disp, de manière à cacher l'erreur. Ici, je vais pas m'embêter, je mets point virgule guillemets guillemets, je referme la parenthèse, et il n'y a plus les erreurs. Et bien voilà, vous savez ce qu'il faut faire sur les autres formules. À vous de jouer. Attention, maintenant que nous avons fait une macro, nous devons absolument enregistrer notre fichier dans un certain format, le format classeur Excel prenant en charge les macros. Ouf, c'est fait, on ne perdra pas nos macros. Comme j'aime bien les pages d'accueil pour que la personne qui arrive se dise « Oh tiens, je suis pas sur un classeur Excel un petit peu tout pourri », eh bien vous pouvez aller chercher une petite photo sur Unsplash et essayer de rajouter quelques petites formes par-ci par-là et pourquoi pas même des formes avec le nom des différentes feuilles qui pourraient nous servir. Par exemple ici, ça pourrait être un petit lien, je ne sais pas si vous savez faire les petits liens, en général c'est CTRL-K ou Commande-K et on pourrait dire qu'on veut faire un lien dans ce document vers la feuille récap, que une deuxième forme pourrait être un lien CTRL-K vers par exemple ici la feuille des bons de commande, etc. Bref, vous faites ce que vous voulez, vous rajoutez autant d'éléments que vous le souhaitez. Et bien sûr, n'hésitez pas à rajouter vos petits liens vers vos réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, votre lien LinkedIn, etc.
Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit parcours de correction et surtout nos cours et j'espère que cela vous a fait progresser au long de ce semestre que nous avons passé ensemble. Je vous souhaite une très bonne continuation, au plaisir de vous retrouver dans les commentaires de ma chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.